Il se passe énormément de choses dans le domaine de l'automobile. Il y a une production créative qui est très intéressante. On en parle souvent dans ces épisodes de Mes Bricolos, on en parle très souvent. Parce que justement, la contrainte du tout électrique en 2035, qui est encore d'actualité, on essaie de le remettre en question plus ou moins parce qu'on se rend compte que c'est très compliqué. Et puis aussi, on constate que les consommateurs sont pas forcément séduits par les véhicules qui sont proposés par les constructeurs et les marques, tout simplement. Donc, les marques essayent de soit se renouveler avec une nouvelle identité de marque, un nouveau positionnement, un nouveau logo, de nouveaux véhicules ou de nouveaux concepts qui imaginent la mobilité du futur. Enfin, on n'arrête pas de voir une multitude de choses qui sont proposées parce que les consommateurs ne sont pas séduits tout simplement par les véhicules actuellement électriques. Ça marche pas vraiment. Bon, c'est un contexte économique, il y a aussi plein de choses et différents facteurs, je vous l'accorde. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, cette production nous intéresse parce que elle nous permet de pouvoir comparer un petit peu ce qui est en train de se passer, de définir un petit peu les tendances, et c'est justement ce dont on va parler dans cet épisode de Mes Bricolos, parce que j'ai noté une tendance qui commence à arriver là depuis fin 2024. Alors ça a commencé en 2022, mais c'était un phénomène qui n'était pas encore très précis. Puis 2024-2025, on a l'impression que tout le monde se met à ça. La personnalisation, la modularité, un véhicule entrée de gamme absolument pas cher que vous pouvez adapter en fonction de vos usages. Alors c'est ce qu'on va découvrir parce qu'on va parler du Slate, on va parler d'autres véhicules, vous allez voir, mais c'est vraiment passionnant. Donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour en discuter. Vous allez voir, c'est très très intéressant. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 33 de la saison... Oh mais non, pas 33, 34 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et justement, dans ces épisodes de Mes Bricolos, on discute, on papote, on commente les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et comme je vous disais en introduction de cet épisode de Mes Bricolos, dans le monde de l'automobile, il se passe énormément de choses. Là, je vous avais fait un épisode sur le Kawasaki, là, l'espèce de quadrupède qui court dans tous les sens. C'est le meilleur épisode que j'ai jamais fait de ma vie. Je sais pas pourquoi, vous l'avez adoré. Mais c'est vrai, en même temps, je comprends, parce qu'avec ce qui se passe dans le monde de l'outil de mobilité, du design transport, c'est vrai que on est obligé de constater qu'il y a une espèce de production créative parce que les marques, elles savent plus quoi proposer. Alors là, on est en face du Slate, mais regardez, tout le monde en parle. Design Boom, Core 77, Futurism, et là, Yanko Design. Et là, je vous parle de sites internet qui sont techniquement spécialisés dans le design, donc qui ont un regard plus autour de l'objet, du produit, du design industriel, du design de transport. Je suis pas un spécialiste de design de transport, même si j'ai travaillé sur des véhicules, notamment un tricycle, etc. Allez voir mon site internet si vous le souhaitez. Mais là, je voulais m'arrêter là-dessus parce que il n'y a pas que ce véhicule, et c'est ce qu'on va découvrir. Alors déjà, on s'arrête sur cette voiture, le Slate. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un des actionnaires de cette marque, c'est Jeff Bezos. Alors, on peut aussi se poser la question, parce que quand tu as Jeff Bezos qui investit dans ton véhicule, c'est bien plus facile d'avoir une couverture médiatique aussi importante que ça. Parce que quand on regarde le véhicule, franchement, honnêtement, il n'a rien de spécial. Alors, je l'ai étudié, je l'ai regardé un petit peu en détail. Il n'y a rien... voilà, qui me fait dire que ce véhicule est très intéressant conceptuellement. Ce sont des astuces créatives, donc oui, ok, on est sur un petit véhicule compact qui fait à la fois pick-up et on est sur un espèce de mini crossover, quoi. Il fait à la fois, il joue le rôle du pick-up, il joue le rôle de la voiture, si tu veux, avec plusieurs assises. Il est pas très grand, il est plutôt petit volume. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a pour objectif d'être proposé dans sa version de base à $20,000, une petite autonomie. Enfin, je veux dire, on a quelques indications sur ce véhicule, mais c'est pas encore très très précis. Il va voir le jour là prochainement. Il va être lancé sur le marché prochainement. On n'est pas en face d'un concept car, je le précise parce que c'est important de le dire. Alors la particularité de ce véhicule, c'est qu'en fait, dans sa version de base, il sert à rien. Alors là, on voit par rapport au dimensionnement, l'idée c'est de revenir à des tailles plus compactes qui permet de pouvoir être utilisé dans n'importe quelle situation et dans n'importe quel tissu urbain. Je veux dire, vous êtes en ville,
ville ou vous êtes à la campagne, vous pouvez vous servir de ce véhicule. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'en fait, ce véhicule, il est totalement démuni de tout accessoire, de toute option. Enfin, je veux dire, même pour monter ta vitre et la descendre, c'est comme à l'époque, hein. C'est avec la petite moulinette. T'as absolument rien, t'as pas d'enceinte, enfin, tu peux pas écouter ta musique, t'as pas d'écran, t'as juste un écran si au niveau du compteur, hein, en face de ton volant pour justement avoir quelques informations, mais c'est absolument pas comme ce qu'on a aujourd'hui avec des voitures électriques où ce ne sont que des écrans partout et tu peux configurer ta voiture avec tout digitalisé comme ça avec des commandes tactiles partout. Non, là pas du tout, hein. Là c'est du plastoc dans tous les sens. On a des boutons pour les fonctions de base et après voilà, c'est ce que propose ce véhicule. Ce sont des accessoires dans lesquels tu peux rajouter espèce de petits crochets pour venir mettre ta petite enceinte Bluetooth, un espèce de porte iPad. Voilà, des enceintes qui viennent s'incruster dedans. Il y a certaines parties du véhicule qui sont open source et donc vous pouvez télécharger le fichier, l'imprimer en 3D, notamment le traitement de ces optiques devant. Vous avez aussi la calandre avant, le pare-choc, où vous pouvez imprimer en 3D la partie avant là pour mettre votre nom, la marque. Voilà, c'est vrai que quand on pense à des entreprises qui veulent avoir ce véhicule, voilà, pour faire de la manutention et tout, c'est vrai que ça peut être un véhicule qui est intéressant. Mais voilà, on est devant une situation où justement tous ces articles parlent du fait que il y a un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un véhicule statutaire très cher, voilà, avec toutes les options, espèce de vaisseau volant qui configure tout, qui se conduit tout seul, voilà, où on essaye de t'enlever toutes les contraintes du véhicule parce que qui dit électrique dit automatisation de tout. Là, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire, on dit, bon, ben, en fait, les gens n'ont pas les moyens de s'acheter des voitures électriques. Il y a une crise économique mondiale. Il y a une inflation terrible. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une espèce de barquette de base qu'on va rendre modulable au maximum. Et au fur et à mesure, tu peux acheter ton véhicule pour 20 000 €. Et puis après, au fur et à mesure, tu peux acheter des accessoires. Tout est fait en plastoc. Hein, tout le pare-choc, le machin, tous les éléments de carrosserie, c'est du plastoc. Et après, au fur et à mesure, tu viens accessoiriser ton véhicule. Et si par exemple au début tu as besoin d'un pick-up et puis après tu te maries, tu fais des enfants, tu le transformes en véhicule familial, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir, alors c'est une économie d'échelle, une économie de moyens, une économie d'échelle. Ce n'est absolument pas révolutionnaire. Je m'arrête sur le site de Core77 parce que l'étude est toujours plus complète sur ce site internet, hein. Voilà, le but du jeu, c'est très connu dans le monde du design, c'est économie d'échelle. On est sur un objet qu'on peut reproduire facilement, une plateforme de base, et cette plateforme de base, t'en fais un petit peu ce que tu veux. Bon, voilà, ça s'arrête là. Je veux dire, il n'y a rien de disruptif. Il n'y a rien, là, je suis pas sur un objet où créativement, je dis, oh là là, c'est incroyable, c'est que des bonnes idées. Non, on est sur des méthodes, enfin on est sur des ingrédients qui fonctionnent, qu'on connaît très bien, alors qui fonctionnent à une certaine mesure, hein, parce que l'ultra-modularité a tendance à perdre le consommateur, et en fait quand il se rend compte qu'il peut faire plein de choses avec un objet, il perd un petit peu le contrôle de la compréhension de l'objet qu'il a en face de lui. Donc ça, c'est connu, hein, dans le monde du design. Donc quand on fait de la création, on propose des options, on propose des éléments de personnalisation, mais qui restent identifiables. Donc là, quand c'est un véhicule où on peut faire un peu tout ce qu'on veut, mais finalement, on ne sait plus ce qu'on veut en faire. Trop de choix, tue le choix, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Je veux dire, à part le fait que ce soit Jeff Bezos qui a investi dedans, donc tu te poses la question pourquoi tous les médias en parlent, il n'y a rien de vraiment très intéressant dans ce véhicule créativement parlant, à part le fait que on constate un phénomène de société. On a essayé le véhicule tout automatisé, le véhicule haut de gamme, on a essayé le petit véhicule compact avec la Renault 5 en jouant sur l'histoire et la sensibilité, je veux dire, nostalgique du consommateur. Il n'y a rien qui fonctionne.
Donc on va sur la barquette de base en plastoc et puis à la limite vous en faites ce que vous voulez quoi. Si vous voulez continuer à développer votre truc, ben vous y allez. Si vous voulez rester dans cette version de base, vous restez dans cette version de base. Je pense qu'il y a une compréhension, je veux dire, d'un contexte économique et social, et que finalement on se dit il faut peut-être rester proche de ce qui est en train de se passer, du client qui est justement saoulé avec toutes ces tous ces produits de grande consommation qui peut pas s'acheter. On est dans une période où il y a d'autres considérations, et peut-être que ce véhicule, là, le Slate, s'est basé sur cette étude pour proposer cette voiture-là. Et je vous dis, même Core 77 le présente comme l'anti-Tesla. Je trouve qu'en termes de titre, c'est un peu violent. Hein. Le mec, il est parce que c'est pas du tout de l'anti-Tesla ni quoi que ce soit. Mais en fait, pourquoi il dit l'anti-Tesla ? C'est parce qu'avec ce qui se passe, avec la prise de pouvoir de Trump, Elon Musk qui participe, enfin bon, voilà. Et c'est ce que je vous explique, c'est-à-dire il y a une situation, il y a un contexte social, politique, économique qui fait qu'aujourd'hui, on est plus en réaction. Voilà, on est en réaction, donc voilà, c'est le véhicule anti-Tesla, c'est le véhicule open source où t'en fais un peu ce que tu veux, tu peux réadapter tout, tu peux reconfigurer tout, tu peux tout personnaliser, tu peux tout faire toi-même. Et ce qui est intéressant, et pourquoi je dis que c'est un phénomène, c'est que cette semaine sort le CMF Phone 2 Pro, qui est le dernier téléphone de Nothing Phone, donc on est pas du tout sur le flagship, mais l'entrée de gamme de Nothing Phone. Et qu'est-ce que c'est que ce téléphone ? C'est un téléphone de base que tu achètes à $250, un peu plus. Et en fait, tu as des options. Tu peux venir y foutre des accessoires supplémentaires, le personnaliser un petit peu comme tu veux. Donc, on est complètement dans cette logique d'un produit entrée de gamme, sans fioriture, qui n'essaye pas de te raconter des histoires ou de capitaliser sur... Je passe un petit peu vite pour vous montrer en même temps, hein, je vous fais défiler histoire de faire en sorte que cet épisode vous soit aussi intéressant. Mais voilà, on est sur des caractéristiques d'un bon téléphone avec différentes fonctionnalités, avec différentes possibilités de personnalisation, exactement comme ce véhicule. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis, il y a une tendance. Nothing Phone, c'est pas la première fois, puisque là, on est sur la deuxième itération du CMF, de ce concept du téléphone entrée de gamme pas cher que tu viens accessoiriser toi-même, avec, en plus, qui fonctionne bien. Hein. C'est-à-dire, moi, j'ai vraiment envie de me procurer ce téléphone parce que je le trouve très intéressant, pas sur le plan du concept, mais sur le plan de son coût, hein, et les services qu'il propose. Mais encore une fois, c'est pas nouveau. Je veux dire, que ce soit pour un téléphone ou que ce soit pour une voiture, c'est quelque chose. Je vais pas m'extasier devant ce véhicule en disant « Ah, c'est une innovation, c'est absolument incroyable ». Et regardez, je veux dire, Yves Béard, alors là on en a moins parlé parce que c'est Yves Béard et Fuse Project. Alors Yves Béard est un designer qui est très connu, hein. Il a beaucoup participé à la production d'objets importants dans le domaine du design, surtout ces derniers temps, et au niveau des nouvelles technologies. Je pourrais faire un épisode de mes bricolos sur Yves Béard, mais regardez, on est exactement sur le même langage. Alors lui, il coûte 2 fois plus cher, il est à $40,000, Dolores. Il est plus cher, mais on est un peu sur le même langage, cette espèce de pick-up un peu personnalisable, t'en fais un petit peu ce que tu veux, il est à la fois citadin, mais en même temps, tu peux t'en servir en dehors des villes, donc ce côté un petit peu crossover, multifonction, tu es un chef d'entreprise ou un artisan, tu peux te servir de ce véhicule, t'es un chef de famille... Enfin, je veux dire, t'as ta petite famille, tu peux te servir pour toutes tes activités. On est exactement sur la même logique que le Slate. Que ce soit le Tello MT1 ou le Slate, on est exactement sur la même logique de produit. Donc on sent qu'il y a une tendance qui se dessine de l'objet qu'on veut être le plus modulable possible, le plus modulaire possible, l'objet couteau suisse, quoi. T'en fais ce que tu veux, ça va partout, ça fonctionne partout. C'est un chien. Voilà. Alors le Slate, il est allé un peu plus loin que le Tello MT1, hein, donc le MT1, c'est comme ça qu'il est présenté. Mais moi aussi, même celui-là, alors Yves Béard, je trouve que tu as fait des choses intéressantes, mais là, ce véhicule,
pareil, on est sur un tableau de bord hyper épuré, il y a quasiment rien. Mais c'est inintéressant. C'est des objets qui n'ont aucune personnalité, qui n'ont aucun caractère. Alors celui-là, je trouve que pour le coup, on joue aussi sur une espèce de véhicule qui donne un aspect robuste, qui est prêt à affronter tous les problématiques du futur, hein, un peu genre tu le vois bien dans un film de zombies, ce truc-là. Mais vraiment, hein, je veux dire, je pense que les mecs, ils ont bossé là-dessus. Ils ont dit, ok, là aujourd'hui, on vit dans un contexte Covid, peur de la troisième guerre mondiale, machin truc, machin. Je vais te faire une voiture qui va donner l'impression que tu vas pouvoir rouler sur des zombies, quoi. Enfin voilà. Alors Yves Béard, il a mis un peu plus de courbe, mais son objet, enfin je veux dire, c'est pas hyper beau. Et alors cette idée du véhicule modulable, modulaire, multifonction, machin truc. Aussi dans la moto, regardez Yanko Design qui présente plutôt des concepts, hein, pas uniquement, alors c'est là où on va aller vers des concepts, pas uniquement des véhicules qui vont être commercialisés, parce que Yves Béard apparemment, enfin le MT1 de comment il s'appelle ce véhicule là déjà, là, le Tello MT1, lui est prévu en 2026, je pense que le Slate c'est un peu la même chose, là il va sortir prochainement, donc là on va plus vers des concepts, mais regardez même dans la moto, une moto open source, t'as une plateforme et après tu viens en faire ce que tu veux. Donc tu peux avoir le petit scooter, la petite trottinette machin, l'espèce de petite moto urbaine, la moto pour aller faire ton dans la forêt et tout le truc, et puis ou ta moto, mais c'est exactement la même plateforme, c'est exactement la même logique, on est exactement sur le même système, le même véhicule, c'est le véhicule open source que tu transformes en fonction de ce que tu as envie de faire. Donc voilà, ultra modularité, ultra simplification dans l'objet pour le consommateur final qui peut finalement lui se retrouver dans une situation où il va s'approprier le produit, on lui impose pas des choses, c'est à lui de définir ce qu'il veut, voilà. Il y a vraiment quelque chose, il y a une tendance. Et ça, quand je vous parlais, que j'ai vu pointer le nez en 2022, c'est parce que je vous avais parlé à l'époque du Citroën Oli, qui est un concept car, et je vous avais dit à l'époque, en 2022, je sais plus c'était quel épisode, hein, vous irez voir, ou je le mettrai à la fin de cet épisode, je vous avais dit à l'époque, mais ce véhicule, il y a énormément de choses qui sont très intéressantes. J'avais même dit, il y a tellement de bonnes idées qu'on n'en voit pas qu'on n'en voit pas la moitié. Parce que quand on commence à s'intéresser à ce véhicule, tout est intelligent dans ce véhicule. Et en fait, ce véhicule, cette voiture, ce concept car Oli, Citroën Oli, contient tous les éléments, tous les ingrédients. On dirait que c'est le véhicule qui a inspiré le Slate, le MT1, tout ça, parce que il comprend tous ces éléments. Il y a des parties de matériaux recyclés en carton, tu as la porte arrière, porte avant, calandre arrière, que tu peux interchanger parce que c'est les mêmes moules. Donc on est sur cette voiture. Il y a des éléments de personnalisation absolument incroyables à l'intérieur du véhicule, avec l'enceinte qui vient se décrocher. Ah tiens, c'est ce qu'on n'a pas vu là sur le Slate, c'est pas ce qu'on avait regardé, l'enceinte qui vient se décrocher comme ça. Ah mais tiens, il l'avait déjà pensé, ce Citroën en 2022. T'as l'impression que les mecs ils se sont dit, attends, le Citroën Oli, attends, mais en fait il y a vachement de trucs intéressants, je récupère 2-3 bricolos et j'en fais un véhicule avec. Parce que même le Oli peut devenir un espèce de pick-up, c'est fait pour, c'est-à-dire... Donc, quand j'avais vu ce véhicule, le Citroën Oli, que je trouvais très intéressant, il était passé complètement inaperçu parce que justement c'était un véhicule un peu énigmatique, il posait déjà les jalons de tout ce qu'on est en train d'apercevoir aujourd'hui. Alors voilà, moi c'est la question que je pose, c'est la question que j'ai envie de vous poser pour conclure cet épisode de Mes Bricolos, c'est-à-dire est-ce que vous avez envie d'un véhicule comme ça? Parce que là c'est ce qui est en train de se dessiner. Quand tu vois que je ferai un épisode de Mes Bricolos sur le CMF2, là, de Nothing, le téléphone là, ultra modulaire avec les accessoires. Mais je veux dire, quand tu vois qu'une marque de téléphone fait exactement la même chose qu'une marque de voiture sponsorisée par Jeff Bezos, le Slate, que Yves Béard est pas très loin de ce type de véhicule, que même dans la moto, il y a des concepts qui sont développés autour de ça, et je suis sûr, j'ai oublié des trucs, j'ai pas tout vu, parce que moi, l'objectif, c'était de parler du Slate.
Mais là, est-ce que ton avenir, c'est ça? Est-ce que ton avenir, c'est d'avoir des objets que tu vas essayer de payer le moins cher possible et que tu vas faire évoluer avec des accessoires? Est-ce que c'est ce que tu as envie d'avoir? Est-ce que on est tellement dans une situation de détresse financière, économique, politique, idéologique, qu'aujourd'hui, c'est de dire, en fait, je te fais une barquette et après, c'est toi qui viens visser tes bricolos dessus. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et comme je m'appelle Jeff Bezos, chaque accessoire va être disponible sur Amazon. Et si tu as Amazon Prime, tu vas pouvoir te les commander et ils seront livrés dans 24 heures. Donc si tu avais prévu d'aller faire du ski et que tu n'avais pas le matos, tu vas sur Amazon, tu achètes les accessoires, tu fixes ça dans la nuit et tu vas aller faire ton ski. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Mais vous voyez, en termes de scénario d'usage, de compréhension un petit peu de la logique de gamme, on est sur quelque chose où je pressens qu'on va être cuit et qu'on va être bouffé à cette sauce-là dans les prochaines années. Donc voilà, je vais vous laisser avec des épisodes qui s'ouvrent à droite et à gauche. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je comprends plus ce qui se passe. À un moment, je fais une vidéo qui fait 8000 vues. La vidéo d'après, elle fait 70 vues. Je te jure, les robots de chez YouTube, ils savent même plus, ils se disent c'est qui ce bonhomme là, il fait quoi avec ces... Donc allez-y, partagez, commentez, mettez des pouces en l'air, la cloche, je sais pas, faites ce que vous voulez pour partager cet épisode de Mes Bricolos. Vous avez encore ma petite ganache si vous voulez vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Salam à tous, bye.